Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie d'Alain Beau, qui est thérapeute, que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis longtemps, parce que ça fait 2 ans maintenant, je crois qu'on travaille ensemble, et toujours avec le même plaisir. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous avez été plusieurs à me demander, quand j'ai publié la dernière infolettre la semaine dernière, si je travaillais toujours avec Alain. Oui, on fait toujours des ateliers ensemble. Simplement, toute l'année 2022, on a beaucoup travaillé pour l'AVMPN, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Du coup, les ateliers étaient réservés aux abonnés de l'AVMPN. C'est pour ça que je ne faisais pas d'infolettre pour les annoncer. Et les autres ateliers qu'on animait par ailleurs tous les deux, hors AVMPN, étaient toujours complets parce qu'on a la chance d'avoir un petit groupe de personnes fans de ce qu'on propose ensemble qui se réinscrivent à chaque fois. Et comme on travaille avec des tout petits groupes, et ben en fait, on n'avait pas d'autres places à vous proposer pour les ateliers qui étaient ouverts publiquement. Mais, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, on a décidé justement de faire plus d'ateliers ensemble pour les ouvrir à plus de monde. D'abord parce qu'on adore travailler ensemble, on est très complémentaires et on se ressemble aussi beaucoup par notre côté joueur. Ça se fait toujours dans la bonne humeur. Et aussi parce que les derniers ateliers qu'on a animés ensemble ont vraiment eu des répercussions très fortes sur les personnes. Elles étaient très contentes. Donc on s'est dit que c'était dommage de ne pas les proposer à plus de monde et de ne pas laisser à d'autres abonnés l'opportunité de les faire. Donc il y a deux ateliers qui vont arriver très vite. En fait, mardi prochain, on propose deux ateliers qu'on a déjà donnés. Un atelier sur couper les liens toxiques qui a lieu le mardi soir. Ça, on ne vous en parle pas en détail parce qu'on a déjà fait d'autres vidéos là-dessus qui sont en accès libre sur la coupure de liens, comment on identifie un lien toxique, etc. On voudrait aujourd'hui vous parler plus de l'atelier sur le poids, qui est un atelier donc pour des personnes ou bien qui souhaitent perdre du poids ou bien pour des personnes qui souhaitent en prendre, parce que ça existe aussi. Alain pourra nous en parler. Et surtout, on souhaitait vous parler des causes psycho-émotionnelles qu'il peut y avoir derrière le fait de ne pas réussir à prendre ou à perdre du poids, parce que souvent, on fait des choses en ce sens-là, on change son alimentation, on fait du sport, on voit un nutritionniste, on respecte des règles strictes. En fait, on s'impose beaucoup de choses, et alors, où on n'a pas de résultat du tout. Moi, c'était mon cas, par exemple, après ma grossesse, où j'ai été suivie par une nutritionniste qui m'a coûté bonbon et avec qui je n'ai eu aucun résultat. Ou bien on a des résultats mais qui sont temporaires, c'est-à-dire qui ne tiennent pas. Et du coup, après, on retombe dans la frustration, dans la culpabilité de se dire, bah voilà, j'ai mis tout ça en œuvre et finalement, rien n'a changé, je suis toujours avec mon problème de poids. Et effectivement, tant que la racine, la cause psycho-émotionnelle qui est liée à votre prise de poids n'est pas identifiée et traitée, ben, c'est un peu comme essayer d'arracher une mauvaise herbe sans enlever la racine. Le problème va tout le temps ressurgir. Donc j'aimerais bien qu'Alain, fort de son expérience de thérapeute, nous parle un petit peu de toutes les causes qu'il peut y avoir derrière le fait d'avoir trop de kilos ou de ne pas arriver à en prendre et pourquoi justement c'est important d'aller chercher ça si on veut sortir du problème. Je te laisse la parole, Alain. Oui. Alors, moi, ce que je peux dire déjà sur le sujet, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Il y a le côté émotionnel et psychologique, comme tu l'as dit. Et après, alors, c'est la même chose, mais il y a le côté addiction. C'est-à-dire qu'on peut être très bien addict au sucre, au gras. Bon, c'est souvent les deux choses principales. Et donc, quand on va travailler sur soi, effectivement, on va pouvoir travailler les deux choses ou une chose séparément. Mais bon, souvent, quand on a une addiction, je vais dire, au sucre, on a aussi des causes psychologiques. Par contre, il y a des gens qui ont des causes psychologiques et qui n'ont pas d'addiction. Donc, des gens qui vont me dire, moi, je comprends pas, je mange sainement, j'ai pas d'envie particulière, donc je comprends pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est déjà la première chose. Et souvent, on va se bloquer un petit peu par rapport à un nutritionniste parce que bah, quand il n'y a pas de raison physique, j'ai envie de dire, on ne sait pas sur quoi travailler. Donc, ça, c'est vraiment deux choses séparées.
Et pourquoi je les sépare? Parce que quand je vais travailler sur l'addiction, bah, j'ai une technique qui est la même que pour l'arrêt du tabac. Et effectivement, on va installer le dégoût et les personnes vont arrêter cette addiction. Mais là, ici, du coup, on va pas parler de celle-ci, on va parler de l'autre, c'est-à-dire plutôt la part psychologique, puisque c'est ce que tu as intégré aussi. Et là, il peut y avoir des causes. Alors, moi, j'ai déjà pu observer, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais une de mes clientes qui me disait, dans ma famille, toutes les femmes sont grosses. Donc, ça vient d'une croyance. Et puis, alors, on peut parler du transgénérationnel, du coup, parce que bah, si dans ma famille, toutes les femmes sont grosses, moi, je dois être grosse. Donc, je viens valider, en fait, cette croyance qui est, excuse-moi, mais qui est complètement ridicule. Bon, qui s'intègre dans l'ADN aussi, hein. Je pense qu'on le voit avec certaines analyses scientifiques. Ça s'intègre aussi dans notre ADN, les croyances. Euh, mais on peut en sortir. Le problème, c'est que voilà, il y a des gens qui vont être en opposition à leur famille et qui vont peut-être pouvoir s'en sortir, parce que du coup, elles n'en font plus partie. Alors, il y aura d'autres choses qui vont se créer. Et puis, il y a les personnes qui sont loyales envers leur famille et qui, du coup, vont être grosses, en fait. C'est-à-dire qu'elles seraient dans un conflit de loyauté. Si jamais elles s'autorisaient à être autre chose que grosses, elles auraient l'impression de trahir leur famille, un peu leur Et lignée. ben, C'est c'est ça? vraiment ça. C'est-à-dire que moi, cette personne me disait, elle avait vraiment elle avait perdu sa mère, donc ça avait été vraiment, elles étaient fusionnelles, c'était très très compliqué. Et du coup, elle ne pouvait absolument pas imaginer changer pour devenir mince, quoi. Donc du coup, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'il y a la société qui lui dit voilà voilà l'image que je te donne est telle que tu dois être, hein, c'est ce qu'on sait, hein. Quand on voit les pubs comme j'aime, c'est un peu ça, c'est vous êtes en obésité, c'est pas bien. Mais à côté, il y a ce besoin de ressembler à la famille qui est plus fort que le reste, quoi. Donc il y a ça. Après, il peut y avoir aussi, donc là, c'est un peu les choses qui sont dites. Il peut y avoir aussi des phrases qui sont entendues dans la famille, du genre, alors moi j'avais quelqu'un comme ça, son mari qui lui disait, tu ne manges pas, tu t'empiffres. Donc il y a une espèce de culpabilité aussi qui est là, qui est affreuse, qui là se rapproche de notre atelier de couper les liens toxiques parce que finalement c'est toxique. Euh, mais après il peut y avoir aussi des toutes petites choses. On a tous ça dans notre famille, je pense, la mère avec la fille souvent qui dit oh, bah, dis donc ma chérie, t'as encore bien pris ce mois-ci. Tu sais le truc où on va faire remarquer, comme si déjà la personne ne le savait pas. Et ne culpabilisez pas assez d'avoir déjà pris. Voilà, c'est ça. Et puis bah, ça n'aide pas en fait, hein. Au contraire, ça bloque. Donc ça aussi, c'est des choses qui vont être assez pénalisantes. Et puis c'est assez étonnant parce qu'on se rend compte que bah, les gens gardent leur poids. Après, je vais vous parler aussi de ceux qui en ont pas assez. C'est assez proche quand même, mais voilà. Et puis après, il y a une chose que moi j'ai pu observer aussi, et c'est plus par rapport à la société, là, je dirais. Une dame qui effectivement faisait un poids assez conséquent, et quand elle baissait, elle atteignait un certain niveau de poids, et ben elle reprenait automatiquement. Et ça, c'est ce qu'elle me disait. À chaque fois que j'atteins, je sais plus combien c'était, mais j'atteins un certain poids, bim, ça revient. En fait, on s'était rendu compte, j'avais questionné, que quand la personne atteignait ce poids, bah, je vais dire désirable du coup, elle se rendait compte que le regard des hommes changeait sur elle et que d'un seul coup, il y avait un intérêt. Et du coup, c'était tellement compliqué pour elle de plaire que du coup, elle reprenait. Et après, elle plaisait plus. Oui, elle s'empêchait d'être séduisante en prenant du poids, en fait, c'était ça? Ouais, parce qu'en fait, la cause était plutôt non pas le poids, mais le fait que quand elle était séduisante, bah, elle se faisait siffler. Enfin, après, il peut y avoir donc des événements de la vie, hein, malheureusement des attouchements, des choses comme ça qui font que bah, on va donc dans le poids, il y a aussi je me protège. Mm. Tu sais, il y a cette image, on voit la personne qui enlève comme un habit et c'est tout le poids qu'elle a, elle l'enlève et elle se libère. Bah, en fait, il y a ça. Et puis pour un peu finir sur la discussion, mais qui va continuer après ensemble, quand on manque de poids, donc là je vais plutôt parler de mon cas parce que j'ai rarement rencontré, j'ai rencontré quand même deux fois peut-être des gens qui étaient comme moi. On n'en parle pas beaucoup, hein, ça on va pas dire dans Comme j'aime, vous êtes en sous-poids en fait, ça n'intéresse pas parce qu'on n'aurait pas de solution peut-être, parce que c'est tout aussi compliqué de prendre du poids que d'en perdre. Donc, mais c'est juste que quand on est en sous-poids
bah, on fait pas partie de la société parce qu'on parle pas forcément de nous, ou alors on dit qu'on est malade parce qu'on est anorexique. Enfin voilà, on nous donne tout de suite des grands trucs. Moi, j'étais pas anorexique, ou alors peut-être mentalement quelque chose. Mais en fait, j'avais un complexe qui était posé et qui, là, je vous livre un peu mes secrets, qui était posé par ma mère. Et c'était assez bizarre parce que ma mère voulait que je me fasse voir sans t-shirt parce que je ne pouvais pas aller à la plage, par exemple, avec les amis. Elle voulait que j'y aille parce qu'elle me disait, mais va t'amuser et tout. Et en même temps, elle m'appelait le squelette ou des choses comme ça. Ouais, je sais. En particulier. Donc, voilà. Du coup, ça crée pour un enfant, hein, en tout cas, moi, je sais que du coup, je ne sais pas si tous les enfants c'est le cas, mais je voulais vraiment plaire à ma mère. Je voulais ressembler à ce qu'elle voulait que je sois finalement. Et puis, bon, bah, je ne sais pas si j'y suis arrivé. Euh, mais du coup, bah, il y avait ce complexe. Et moi, vraiment, quand j'ai travaillé sur ce complexe, parce que je pouvais manger comme 15, hein, je ne prenais pas un gramme, j'ai travaillé sur ce complexe, je l'ai enlevé en hypnose. Et puis là, bim, mon poids a changé. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport au poids, c'est que les gens sont étonnés souvent, mais une fois qu'on a enlevé le blocage inconscient, psychologique, le corps, il peut aller très vite. C'est-à-dire que moi, les 20 kilos que j'ai pris, je les ai pris en un mois. Et les gens, ils se disent, mais c'est dangereux, c'est pas normal, machin bidule. Le corps, il régule, donc lui, il va s'adapter. Et donc, souvent, effectivement, quand on fait ces ateliers ensemble, et on a pu voir aussi sur les retours, il peut y avoir des changements assez rapides. Moi, j'ai une personne j'ai le commentaire sur mon site, vous pouvez aller voir si vous voulez, qui, pareil, a perdu 20 kilos en 5 mois. Et cette jolie phrase enfin, ce joli constat qui me disait, mais Alain, je comprends pas, j'ai rien fait, j'ai pas changé ma nutrition, j'ai pas fait de sport et j'ai perdu, comment ça se fait? Et je lui ai expliqué, mais en fait, tu as travaillé là-dessus. Mm. Donc, tu as perdu du poids, sauf que bah, le monde, il nous dit, en fait, il faut faire du sport, comme tu disais, ou il faut manger moins. Mais en fait, il y a d'autres choses qui peuvent permettre de perdre du Voilà, poids. on dit pas qu'il faut pas changer votre alimentation, qu'il faut Ah pas non? faire de sport. Si vous avez envie de faire ça, ou si Ah votre oui. médecin vous conseille de le faire, faites-le. On explique juste que quelquefois, ça ne suffit pas en fait de mettre en place ça, et que c'est pour éviter de tomber dans la frustration de ne pas obtenir de résultats et de se voir retomber tout le temps dans le même fonctionnement. Je fais des efforts, je maigris un peu, et puis finalement après je craque et je reprends plus, que ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe au niveau inconscient. Oui, Avant parce qu'il y qu'on fasse a, ça, pardon, je voulais rajouter juste un truc, mais effectivement, il y a souvent aussi le truc de dire, mais moi, je pourrais pas avoir mon petit cadeau, mon petit, je sais pas, chocolat ou gâteau, ou truc comme ça, parce que du coup, il faut que je fasse attention. Et c'est mm, c'est contre-productif, en fait, parce que du coup, on va vraiment se supprimer tous les plaisirs, alors que le plaisir, il faut le garder, c'est évident. et vous avez peut-être vu, on vous a publié plusieurs audios avec des témoignages de personnes qui ont participé justement au dernier atelier qu'on a fait autour du poids. C'était le 17 octobre. Et là aussi, on a bien vu que derrière, il y avait souvent des causes psycho-émotionnelles. Il y avait une personne qui avait tendance à prendre sur elle les problèmes des autres et qui se sentait alourdie justement par tout ce qu'elle portait à bout de bras et qui est sortie de l'atelier en disant, bah, moi, c'est fini. Maintenant, leurs problèmes, je les écouterai, mais je les prendrai plus sur moi ou en moi. Il y a une autre personne qui a pris conscience qu'elle était l'aînée de la famille et qu'en tant qu'aînée, il y avait vraiment il avait fallu qu'elle force le chemin pour braver l'autorité du père et obtenir certaines autorisations que les frères et sœurs ont eu beaucoup plus facilement après. Donc il fallait qu'elle soit forte physiquement et psychologiquement. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de la femme, de la lignée où toutes les femmes étaient grosses, dans ma famille, côté maternel, il y avait aussi beaucoup de femmes en surpoids. Et moi, j'ai fait seulement, il y a peu, le rapprochement avec le fait que souvent, ces femmes étaient des femmes qui devaient être fortes parce qu'elles portaient des hommes qui étaient quelque part un masculin faible. Faible au sens où soit ils étaient malades, soit ils étaient dépressifs, soit ils étaient paresseux et c'était elle qui faisait bouillir la marmite. En fait, c'était toujours elle un peu le pilier de la famille. Et du coup, ben, il fallait qu'elle soit forte psychologiquement déjà pour faire ça. Et souvent, ben, le fait de se sentir devoir être fort, ça va s'exprimer aussi dans le corps. Moi, par exemple, j'ai pris beaucoup de poids au moment où j'ai divorcé, où je me suis retrouvée à devoir gérer seule un enfant, un budget, retrouver du travail. Donc tout ça, c'était des causes de stress, de l'insécurité financière. Et parce qu'il fallait que je sois forte, c'est le moment où j'ai commencé à gonfler. Donc
pour vous Ouais. donner d'autres exemples de situations où en fait ça se joue vraiment au niveau de l'inconscient ou du subconscient. Et c'est là que je trouve que l'hypnose est un outil formidable parce qu'il va justement nous permettre d'aller chercher de manière très douce, hein, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos où on a présenté le travail d'Alain, je précise que c'est une forme d'hypnose douce, où vous êtes conscient du début à la fin, où vous pouvez sortir de l'état d'hypnose chaque fois que vous le voulez. On n'est pas du tout, enfin, il n'est pas du tout en train de prendre l'ascendant sur vous et de vous dire fais ceci ou cela. En fait, c'est plus comme une méditation guidée où il vous emmène en voyage à l'intérieur de vous-même et où il vous dit voilà, là tu rencontres telle personne ou tel type de situation, comment est-ce que tu réagis? Et c'est vraiment vous, avec votre référentiel, votre imaginaire, votre propre monde symbolique qui allait résoudre le problème. C'est pas du tout lui qui va prendre la main sur vous pour vous amener dans telle ou telle direction. Parce que déjà, moi, ça ne me Et puis, conviendrait pas du tout comme et puis méthode. d'autant plus que quand c'est un groupe, il faut que je m'adapte au groupe. Hein. Je peux pas, enfin, je gère au global tout ce qu'on a dit, mais du coup, bah, voilà, je ne peux pas non plus imposer à quelqu'un, enfin, je peux pas imposer à un groupe quelque chose de général. Voilà, c'est pour ça qu'on ne travaille qu'avec des petits groupes, parce qu'on veut Voilà. vraiment pouvoir partir du parcours personnel de chacun. Et ça, Alain le fait très bien. Il construit vraiment la séance, la méditation, en fonction de ce qui a été exprimé au début par les participants. Et c'est aussi pour ça qu'on ne propose ces ateliers qu'en direct, parce que souvent derrière, il y a des émotions qui vont sortir, et on veut pouvoir vous accompagner individuellement dans ce qui va se manifester pour vous. Alors là, dans l'atelier sur le poids, on a eu la chance que c'était très joyeux. Beaucoup de personnes se sentaient allégées, libérées. Quelquefois, on peut avoir des ateliers avec des personnes qui vont contacter des souffrances de l'enfance, qui vont pleurer, qui vont être tristes. Et dans ce cas-là, c'est important pour nous aussi de ne pas les laisser partir dans cet état-là et de proposer quelque chose ou tout de suite après la séance ou dans les jours qui vont suivre pour ne pas les lâcher dans la nature, d'autant que l'atelier se fait online et qu'on n'est pas sur place pour leur apporter un réconfort physique, on va dire. Et en plus, je voudrais rajouter sur cette histoire de poids, mais enfin, c'est pas que sur le poids, mais on a pu l'observer là avec le groupe. Il y a un inconscient qui est le nôtre, qui se construit, qui se développe, mais qui est aussi impacté par un inconscient collectif. Alors après, l'inconscient collectif, ça peut être l'inconscient de la famille, ça peut être l'inconscient de la société. C'est d'ailleurs souvent les deux choses. Et effectivement, quand on travaille de manière holistique, on est beaucoup plus efficace. C'est-à-dire quand vraiment on prend cette notion d'inconscient collectif qui a un impact sur nous. Et c'est assez marrant, mais par rapport à... Enfin, marrant, pas le mot. Quand tu parlais tout à l'heure, mais on peut aussi retrouver des choses de génération très anciennes. Et puis, on a quand même tous dans nos histoires la guerre. Et sur la nourriture, bah, en fait, la guerre, c'est le truc où bah, voilà, on devait garder hein, des provisions parce qu'on savait pas ce qu'il allait y avoir. On n'avait plus d'argent, donc du coup, on pouvait pas forcément se payer ce qu'il fallait et puis pas forcément des choses bonnes. On mangeait plutôt des pommes de terre parce que c'était voilà accessible. Donc on se rend pas compte, hein, mais en fait, même si on n'a pas connu la guerre, même si on n'a pas connu forcément nos aïeux qui ont connu la guerre, dans cet inconscient collectif est intégré ça et on en est, nous, aussi les tributaires. Enfin, on le récupère en tout cas. Donc, voilà. Ce que tu dis là, ça me fait penser au fait qu'on a enregistré ensemble une méditation guidée énergétique qui s'appelle Se libérer du passé, qui peut servir à régler ce type de problème, parce qu'effectivement, là, on a beaucoup parlé de ce qui nous appartient ou vient comment dire, de la famille proche. Il y a effectivement toutes les générations en amont qu'on n'a pas forcément connues, dont on ne connaît pas forcément l'histoire. Il y a aussi tout ce qui est culturel hein, au niveau d'un pays. Si on vient d'une culture justement qui a beaucoup souffert de la guerre, qui a Tout à connu des fait. famines, ça peut nous impacter aussi. Donc il y a plein de raisons inconscientes et c'est pour ça que je trouve que quelque part c'est un peu cruel quand on essaye de mettre en place des choses juste au niveau de la nutrition et du sport et qu'on n'a pas de résultat, parce qu'en fait c'est comme si on n'attaquait pas le problème au bon endroit. Donc en fait on se donne des moyens. Mais on n'a aucune chance d'aboutir, ou en tout cas pas avec des résultats probants et durables, parce que on n'est pas là où il faudrait aller voir. Et en allant voir en complément ce qui est justement dans le subconscient, et en plus, comme dit avec Alain, ça se fait vraiment d'une manière pas douloureuse du tout. Il vous accompagne tout en douceur par la voix, il vous ramène doucement après, il a des mots réconfortants si ça se passe mal pour vous. Ça peut permettre justement d'aller voir cette
partie cachée de l'iceberg qui fait que le problème revient toujours et que vous n'en sortez pas. Et je trouve ça très déculpabilisant en fait de se dire ah mais en fait c'est pas que je faisais mal les choses, c'est pas que j'étais pas assez disciplinée dans mon régime, c'est pas que j'étais paresseux ou paresseuse et que je faisais pas assez de sport, c'est qu'il y avait autre chose et en fait j'avais pas compris qu'il y avait ça derrière. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. On l'a vu avec les personnes du groupe du 17 octobre. On leur a fait faire un petit exercice en amont de la séance d'hypnose et elles étaient vraiment surprises en fait de voir la corrélation qu'il y avait entre leur problème de poids et une autre problématique qu'elles n'avaient pas du tout identifiée comme telle en fait. Elles n'avaient pas du tout fait le rapprochement entre leur problème physique, corporel et le truc inconscient qui était derrière. Donc ça peut être vraiment intéressant d'aller mettre un petit coup de projecteur là-dessus. Ouais, c'est vrai. Après, je dirais ce qui est important, c'est aussi de voir, d'accepter. Et puis, bah, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et de les mettre en lumière. En fait, ça permet justement. Et c'est la force de l'inconscient, c'est qu'il est capable d'aller. Moi, entre parenthèses, je libère l'inconscient des gens avec les histoires, mais après, ils vont chercher ce qu'ils ont besoin d'aller chercher à l'endroit où ils doivent le chercher. Et je lui fais confiance à l'inconscient et il sait tout de suite trouver ce qui va pas, quoi. Voilà, donc si vous avez envie d'essayer, le prochain atelier pour le poids, donc pour en perdre ou pour en gagner, est mardi prochain, le 31. On l'a mis exceptionnellement à 14 heures parce qu'on voulait aussi donner la possibilité aux gens qui sont dans d'autres fuseaux horaires de participer à un atelier. Souvent, j'ai des retours de gens qui sont en Outre-mer ou carrément en Océanie, en Asie, au Canada, au Québec pour certains abonnés et qui me disent on peut jamais participer aux ateliers en direct parce que ça tombe toujours à des heures pas pratiques pour nous. Donc on l'a mis en après-midi. Si cette date et cet horaire ne vous conviennent pas, ne vous inquiétez pas. Comme on trouve que c'est un atelier vraiment puissant, on le reproposera à plusieurs reprises dans l'année, d'autres jours, à d'autres moments de la journée, de sorte que toutes les personnes qui auraient envie de le faire pourront s'y inscrire. Et puis on maintient aussi le demi-tarif pour les adhérents AVMPN. Donc l'atelier est à 50 euros. Et pour les adhérents à VMPN, il est seulement à 25. Voilà. Et en plus de ça, Alain, on a encore d'autres ateliers sous le coude pour la fin d'année. Est-ce que tu veux annoncer le thème ou tu Ah veux que bah, je le fasse? c'est toi qui as la primeur, c'est toi qui avais eu l'idée. D'accord. Alors, je vais quand même rendre à César ce qui lui appartient. Ce sont des ateliers qui m'ont été inspirés par Aurélien, mon super naturopathe, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Merci Aurélien. Aurélien m'a parlé des 6 peurs fondamentales et j'ai trouvé que c'était un super thème pour proposer des ateliers. Donc la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la vieillesse, la peur de la pauvreté, la peur de la critique et la peur de perdre l'amour de quelqu'un. Donc on va proposer un atelier sur chacun de ces thèmes avec Alain, parce que là aussi, en fait, ce sont des peurs, comme dit leur nom, fondamentales qui nous conditionnent, qui nous influencent dans plein de domaines de la vie, que ce soit le domaine personnel, que ce soit le domaine professionnel. Donc, on trouvait que c'était vraiment intéressant d'aller explorer ça ensemble pour vous aider à vous libérer et puis aussi parce qu'on a les outils pour ça. Moi, avec la créativité intuitive, que ce soit l'écriture ou le dessin, et puis le complément que Alain va apporter avec son outil hypnose qui va vous permettre d'aller encore plus profondément en introspection dans votre monde intérieur et d'aller chercher vos propres ressources. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans ces ateliers, c'est que nous, on ne vous propose pas de solution, on vous met à disposition nos outils, nos techniques, et c'est vous qui faites le voyage et qui identifiez en fait où est le nœud, où est votre problématique, et qui allez défaire le nœud avec notre aide, certes, mais de façon autonome. Et c'est ça qui me plaît. Oui, parce que moi, je voudrais rajouter quand même, on n'en a pas parlé, mais tu as aussi ta partie, et effectivement, dans l'atelier qu'on a fait là sur le poids, le début, faire un dessin aussi de se dessiner tel qu'on se voit, tel qu'on s'imagine, ça rajoute aussi hein, dans la séance d'hypnose. Donc, c'est vraiment complémentaire tous les deux, nos pratiques. Donc, ouais. Et sur les peurs, je pense que, voilà, les peurs, de toute façon, regardez votre vie. Souvent, quand ça va pas, c'est qu'il y a une peur de base qui s'installe. Donc, il y a pas de mystère. Hein, travailler dessus. Alors, voilà, je ne sais pas moi si je peux parler, par exemple, de ma peur de la mort, que je pense. Donc, effectivement, si c'est fondamental, je ne suis pas le seul à l'avoir. Elle ne disparaît pas totalement, je pense, parce que voilà, on va pas se dire c'est super, je vais mourir, quoi. Enfin, je pense que personne n'arrivera à ça, mais en tout cas, on arrive
à trouver d'autres comportements qui permettent justement de la calmer, d'apaiser plutôt l'émotion qui est affectée à ça, qui est la peur, hein, mais du coup, voilà. Parce qu'une peur, c'est bien de l'écouter, enfin une émotion, c'est bien de l'écouter, mais il faut voir ce qu'elle veut nous dire aussi, quoi. C'est ça, en fait, pour moi, la peur, elle est le recto ou le verso de quelque chose d'autre, qui est sa contrepartie, on pourrait dire. Et par exemple, là, la contrepartie de la peur de la mort, ben, c'est l'amour de la vie. Donc, si vous avez envie de cultiver l'amour de la vie, euh, c'est en fait le but de cet atelier. C'est pas seulement libérer la peur de la mort, c'est surtout contacter l'amour de la vie. Et évidemment, si on a peur de la mort, on ne peut pas profiter à fond de la vie parce que tout le temps, cette peur de la mort va venir saboter ce qu'on met en place pour profiter de la vie. Là aussi, de manière souvent inconsciente. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller explorer ce qui se joue dans cette ambivalence. Et chacune de ces peurs a justement sa contrepartie positive. Et l'objectif, c'est bien évidemment de vous aider à contacter ça et à remplacer la partie sombre de l'émotion par sa partie lumineuse, ou en tout cas euh, comment dire, basculer de l'un à l'autre chaque fois que vous revoyez cette peur ressurgir, parce qu'évidemment, ça va peut-être pas se faire en une fois. Les peurs, c'est quelque chose qui nous impacte de façon très profonde. On sait qu'elles sont stockées, je crois que c'est dans le cerveau reptilien, hein. Ouais, c'est ça. Donc vraiment le plus ancien de nos cerveaux, Ouais. celui où il y a toutes nos peurs, même préhistoriques. Tu parlais de la peur de la famine, de la peur de la guerre. Bah oui. L'humanité, elle a vécu des épidémies, elle a vécu des tas de choses traumatiques. Et tout ça, c'est aussi dans notre inconscient collectif. Donc aller travailler sur la peur, c'est pour moi faire un travail sur soi, mais aussi un travail sur le collectif, sur toute cette peur qui est toujours imprégné dans notre inconscient collectif et auquel on va permettre de s'alléger, de se libérer en faisant chacun son petit travail d'alchimiste, son petit travail de transmutation. Ben, on voit aujourd'hui, hein, avec ce qui s'est passé, les années qui sont passées, Covid, alors qu'on pense ce qu'on veut du truc, mais la peur de la maladie que certains avaient, mais qui n'était pas forcément fondamentalement. Moi, j'ai une personne comme ça qui n'avait pas la peur de la maladie, hein. Et puis d'un seul coup, de se retrouver confiné, avec tous les messages qui sont passés, toutes les choses qui étaient mises en place, ben, la personne avait vraiment développé cette peur de la maladie. Donc, c'est aussi un inconscient collectif, hein. Bah là, je pense qu'avec le Covid, on a vraiment été amené à travailler sur toutes nos peurs. Alors, la peur de la maladie, tout à l'heure, tu as parlé de la peur de manquer. On Oui, a vu, comme au temps de la guerre, justement, les gens qui faisaient oui, des stocks de PQ, des c'est stocks de vrai. nourriture, parce qu'ils pensaient qu'il n'y en aurait plus. La peur de la solitude. Oui, La peur de plus, alors je sais pas comment on pourrait l'appeler, la peur de plus avoir toutes les distractions, la peur de se retrouver face à soi-même, parce qu'en fait pour moi c'était ça, la peur de plus la avoir peur de la toutes les solitude. occupations, pas seulement la solitude, mais le fait de devoir se regarder en face. Oui, Avec toutes ces problématiques qui remontent, que d'habitude on met sous le couvercle parce qu'on a toujours des choses plus urgentes à traiter, on a un travail, on a des obligations familiales, on est pressé, hop, hop, donc tout ça, on se dit ce sera pour plus tard. Et là, oui, bah, il n'y avait pas de plus tard, en fait. On n'avait pas d'autre choix que regarder en face oui. tout ce qu'on avait choisi de ne pas regarder avant. Et pour moi, c'était ça l'opportunité du Covid. On parle du double face, justement. Il y avait la peur et puis il y avait aussi l'opportunité derrière d'aller regarder euh, tout ce qu'on ne s'était pas donné le temps ou le droit d'aller voir avant. Et je pense Bah, que c'est à ça aussi qu'il a servi. et puis en plus, pour aussi contrepartie, il y a eu ce confinement qui, pour beaucoup, hein, peut-être pas la totalité des gens, mais pour beaucoup, a fait voir aussi qu'on pouvait profiter de la vie. Et puis que, bah voilà, c'était ce truc marrant de plus avoir rien autour de soi, du coup avoir une espèce de silence, une espèce de sérénité, un calme. Donc ça a quand même amené aussi ces choses-là et changé un peu nos façons de vivre. Donc oui, oui, je suis d'accord. Bah, j'ai vu par exemple qu'au Luxembourg, donc où moi je vis, il y a 33%, je crois, des gens qui ont fait le choix de rester en télétravail après le Ouais. confinement, alors Ouais. que rien ne les y oblige, parce que le confinement leur a montré que finalement, ils étaient beaucoup mieux comme ça qu'à faire tous les jours des trajets, subir un environnement professionnel qui leur correspondait pas forcément, et qui ont fait le choix du coup de rester en télétravail. Et pour plein d'autres gens, c'est vrai que le confinement a amené des prises de conscience, des changements de vie Oui. qui auraient peut-être pas eu sans le confinement. Mais c'est ça, il y a des gens qui, moi je connais des gens qui du coup font du télétravail et sont allés habiter en province pour éviter la ville et qui du coup peut-être une fois par semaine bougent, mais voilà. Alors après, ça a aussi créé le télétravail, le fait que les gens ont peur de retrouver le groupe et de se retrouver dans un endroit. Donc bon, il y a toujours des contreparties, il y a toujours du sombre et du clair, on va dire, mais voilà.
Alors, on va pas faire un débat sur les bienfaits ou les méfaits du confinement, parce que c'est pas le Oui. but de la vidéo. On veut pas Non. trop la rallonger. En tout cas, donc, on vous rappelle qu'il y a ces deux ateliers mardi prochain. Atelier sur le poids à 14 heures. Atelier sur la coupure des liens toxiques. Rappelle-moi, c'est 18 heures, je crois, 18 heures. à Ouais. 18 heures. Et donc, le prochain atelier sur les peurs, on l'a programmé pour le mois de novembre. On trouvait que c'était sympa de faire ça au mois de novembre, quand les jours deviennent plus sombres. Il y a Halloween à la fin du mois d'octobre. Donc, c'est un peu le mois où, justement, je trouve qu'on est amené à se confronter à ces peurs. Et donc, on l'a fixé pour le 28 novembre. Et ce sera justement le fameux atelier sur dépasser la peur de la mort pour pouvoir accueillir l'amour de la vie. On ne sait pas encore trop comment on va l'intituler, mais la thématique c'est ça. Et si ça vous intéresse, vous pouvez déjà réserver votre 28 novembre, sachant que, comme dit, on prend que 6 personnes par groupe. Donc, si vous êtes intéressé, il faut vous manifester assez vite. Sinon, l'atelier risque d'être vite complet. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous retrouve mardi ou plus tard, ou peut-être pour d'autres vidéos, si on a l'intuition d'en faire. Si vous avez envie qu'on s'exprime sur d'autres sujets, dites-le nous. On le fera avec plaisir. Et puis, on vous souhaite tout de bon pour cette fin d'année, si on vous voit pas avant les ateliers de l'année prochaine. Et merci pour votre écoute. Merci Alain d'être mon coéquipier pour cette Toujours un aventure. plaisir et merci. Merci à vous.